Bonjour à vous tous, amis de la Fondation Y des femmes. Je m'appelle Paul Genet et je suis ici au nom du Power Corporation du Canada. Chez Power, nous croyons que l'entrepreneuriat social contribue largement à l'enrichissement de nos collectivités. C'est pourquoi nous appuyons depuis plusieurs années les programmes de la Fondation Y des femmes, qui ont permis de favoriser l'accomplissement de nombreuses femmes de toutes les sphères de la communauté. Notre association à la catégorie art, culture et dessin est tout à fait naturelle, car le secteur des arts occupe une place importante dans notre politique d'investissement communautaire. Chez Power Corporation, nous croyons que les arts et la culture sont des éléments clés de notre tissu social. Nous croyons en la capacité de nos artistes à nous inspirer et à nous réconforter, mais aussi à nous défier, à nous sortir de la complaisance et à transformer notre société pour le mieux. Ces choses sont plus importantes que jamais en cette période difficile de pandémie. C'est donc pour toutes ces raisons que nous avons choisi de présenter le prix Femmes de Mérite dans la catégorie art, culture et dessin. Alors, nos sincères félicitations à la lauréate de cette année, Madame Sophie Bissonnette. Nous sommes heureux que votre engagement et inspiration soient reconnus par la Fondation Y des femmes. Bien fait. Merci. Bonjour Madame Bissonnette, ça me fait plaisir de vous rencontrer aujourd'hui puis de vous recevoir dans le cadre de ces entretiens VIP avec les lauréates 2020 des prix Femmes de Mérite. Vous êtes notre lauréate dans la catégorie Art, Culture et Design, qui est un prix présenté par notre partenaire Power Corporation. Et Madame Bissonnette, on vous décrit selon les différents écrits à votre sujet comme une cinéaste, une réalisatrice indépendante, une documentariste. Moi, j'étais curieuse de savoir s'il y a un terme que vous préférez parmi ceux-là. Ah, écoutez, ils sont tous, je les reçois tous avec plaisir, là. C'est sûr que le documentaire, ça demeure là, ma grande passion, puis ça a été tout mon travail là, depuis une quarantaine d'années. Là. Alors, une cinéaste documentaire. C'est la signature la plus précise. On va accepter celle-là. Monsieur Paul Genet, justement, de Power Corporation, dans son petit message d'intro, il nous dit que pour eux, les arts, la culture, évidemment, c'est des éléments clés du tissu social, que les artistes ont la capacité de nous inspirer, de nous réconforter, mais aussi de nous défier puis de nous sortir un peu de notre complaisance pour transformer notre société. Puis que c'est peut-être encore plus vrai aujourd'hui dans le contexte de la pandémie. Comment vous réagissez à ça? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir contribué un peu à la transformation de la société québécoise? Bien, écoutez, je trouve que c'est vraiment très bien dit. Puis effectivement, dans le contexte actuel, on s'aperçoit à quel point c'est un manque en ce moment de ne pas avoir de lieux culturels ouverts et à quel point aussi, c'est ça, même dans ma vie personnelle, pas seulement en tant que créatrice, mais aussi comme grande amateur et consommatrice, là, c'est pas exactement le bon mot, là, mais personne qui apprécie beaucoup les arts. C'est à quel point là, on a besoin de ça en ce moment, à quel point c'est une source de réconfort, de compréhension aussi de l'autre, de la situation, de liens. C'est ça, tout à fait, au niveau de créer les liens sociaux, de se sentir connecté aux autres. Alors, oui, vraiment, là, c'est tout à fait d'accord. C'est sûr que ça a fait partie beaucoup de ma motivation au départ, quand j'ai commencé toute jeune, à 21 ans, à vouloir faire des films. C'était vraiment aussi dans cet esprit-là là, de à la fois moi d'aller comprendre le monde autour de moi. J'étais toute jeune, j'avais beaucoup de choses encore à apprendre, à découvrir. Puis j'ai trouvé que le documentaire était un médium extraordinaire pour aller à la rencontre du monde et principalement dans mon cas des femmes, là, qui a été beaucoup là,
ce qui m'a beaucoup motivée et qui a été mon travail là, comme documentariste. Là. Et à la fois de vouloir effectivement faire ma part, moi aussi, pour changer le monde, là. Amener des préoccupations, des problématiques, des questionnements, partager mes découvertes, mes émerveillements de ce que les femmes faisaient, disaient, créaient. Et surtout, c'est ça, tout ce vécu des femmes qui, je veux dire, le cinéma a été créé à la fin du 19e siècle, mais ça a pris 75 ans avant que les femmes y aient vraiment représenté, oui. Alors, c'était comme, quand j'ai commencé, c'était vraiment comme ça s'imposait, là, c'était comme un impératif, là. Il y avait une grande page d'histoire à écrire quand vous êtes arrivé au début de votre vie professionnelle, justement. Puis, dans votre parcours, vous avez donné une voix aux femmes invisibles ou celles qui étaient moins, justement, qu'on voyait moins dans différentes sphères. Bon, il y a eu les ouvrières, les femmes à la maison, les femmes issues de l'immigration. Aujourd'hui, en 2021, à votre avis, c'est qui les femmes? Qui sont ces femmes invisibles et les femmes qu'on n'écoute peut-être pas assez de votre point de vue? Mais je dirais d'emblée, là, ce qui me fait tellement plaisir là, en ce moment, pour avoir été active au sein du groupe là, Les Réalisatrices Équitables, qui est un formidable groupe là, de réalisatrices, c'est de voir de plus en plus une prise de parole et les femmes de la diversité là, qui prennent la parole. Alors que les femmes racisées, les femmes autochtones, les femmes de la diversité sexuelle, je veux dire, là, et je trouve que le documentaire, pour ça, il y a comme un foisonnement là, en ce moment là, en documentaire. Moi, c'est comme spectatrice et comme citoyenne qui est tellement heureuse de voir tout ce qui est en train de se créer et toutes les réalités qui ont été passées sous silence, auxquelles on n'a pas eu accès. Et qui ont été des angles morts à certains égards là, du féminisme. Et ce qui est compréhensible aussi, je veux dire, chaque génération de militantes fait des progrès, mène des combats, et c'est tant mieux que plus ça avance, plus il y a d'autres luttes et d'autres femmes là, qui, à leur tour, prennent la parole. Puis qui permettent d'éclairer des réalités qu'on avait encore occultées malgré les efforts de tout le monde, finalement. C'est ça. Fait que c'est sûr que je trouve qu'en ce moment, là, la réalité des femmes autochtones, des femmes racisées, des femmes de la diversité, les femmes les plus marginalisées, mais aussi les femmes dans le monde, là, dans les pays où on a si peu accès à la réalité de ce que les femmes vivent, pour moi, ça me paraît en ce moment vraiment primordial. C'est sûr qu'on voit aussi là, la prise de parole autour du mouvement MeToo, pour avoir fait partie de cette génération qui a vécu toutes sortes de harcèlements et d'agressions en étant honteuse, humiliée, en se sentant victime, avoir tant de difficultés à vivre avec ce vécu-là qui est omniprésent de cette violence constante à l'égard des femmes. Là. En ce moment, de voir ce renversement qui est assez impressionnant là, de vivre ce moment où les plus jeunes ont vraiment mènent une bataille par rapport à ça, là, auquel nous, les plus vieilles, on se raccroche évidemment. Ça fait partie pour moi aussi d'enjeux là, extrêmement importants en ce moment là, pour les femmes. Est-ce que ce que vous me dites là, c'est qu'il y a une forme je sais pas, de fierté ou d'admiration face à toutes ces femmes-là, soit plus jeunes ou issues de la diversité ou différentes communautés qui prennent la parole? Est-ce que tout au long de votre parcours, vous avez senti les progrès qui s'effectuaient ou s'il y a eu des moments de découragement où vous avez l'impression que les luttes piétinaient et qu'on n'arrivait plus à avancer? Bien, je vous dirais, quand j'ai commencé, j'ai été vraiment à la fois inspirée, portée par le mouvement féministe de la vague des années 70. Là, quand moi, c'est ça, 74, 78, je suis à l'université, je m'implique au Centre des femmes, au Centre des femmes de l'université et de la ville où je suis à l'université. Alors, il
il y avait, quand je commence à faire des films, il y avait une telle soif là, de prise de parole. Là. Effectivement, c'était très, très porteur d'être porté par un mouvement et qui, à la fois, bon, quand j'ai fait des films historiques, de pouvoir profiter des recherches qui se faisaient par les historiennes féministes dans les universités, et quand les films sortaient, qu'ils étaient vraiment attendus, là, parce qu'il y avait défrichait là, de nouveaux territoires. C'est sûr qu'il y a eu une période, puis ça correspond aussi à la vague du féminisme dans les années 90, après Polytechnique, ce qu'on a appelé le backlash, là. Oui, effectivement, c'est devenu plus difficile, là, et pour avoir justement fait un film avec Léa Robach qui avait vécu les années 50, une période aussi difficile après des luttes importantes qu'il y avait eu dans les années 30-40. Et on sait comment après la guerre, les femmes ont été retournées à la maison. Bon, et toutes sortes de vagues de guerre froide, époque très conservatrice. Mais évidemment, j'avais appris de l'histoire, d'où c'est à ça que ça me servait aussi de faire des films. J'apprenais moi aussi là, qu'il y a des périodes comme ça où il faut comme passer à travers, continuer d'être solidaire, continuer de mener des luttes de façon un peu moins visible. Et puis, effectivement, c'est ce qu'on voit, là, tout à coup, cette réémergence là, dans des dernières années là, de pousser encore plus loin. C'est sûr qu'il reste encore, c'est ça. Mais donc, je m'émerveille de ces combats-là qui sont en train d'être menés, là. De cette nouvelle vague, puis le fait d'être resté connecté sur l'histoire, ce que j'entends, c'est que ça vous a permis de ne pas perdre espoir, même quand on était dans une période peut-être où il y avait un certain creux de vague ou une certaine lassitude par rapport au combat féministe, combat au pluriel, bien sûr. Le fait de savoir que c'était pas le premier ressac, dans le fond, bien, ça vous a permis de rester connecté puis de dire ben, il y aura autre chose. Puis là, on le constate effectivement ces dernières années qu'on est reparti et que les prises de parole sont de plus en plus multiples. Oui. Tout à fait. C'est sûr que les enjeux aussi, les défis là, qu'on a à confronter sont aussi, bon, je pense qu'il faut le dire, de plus en plus gigantesques. Là. Je pense aux enjeux environnementaux. Je veux dire, là, on est en pleine pandémie au moment où on se parle. Ça soulève toutes sortes de questions sur l'avenir qui nous attend au niveau des enjeux climatiques, au niveau des crises migratoires. Au niveau du racisme. Alors, c'est ça, c'est sûr que c'est inspirant et c'est extrêmement... c'est un moment, je pense, très déterminant là, où il faut vraiment être solidaire dans un contexte où il y a d'énormes enjeux là, auxquels on est confronté, si ce n'est aussi les incroyables inégalités sociales. Et le féminisme est interpellé par tout ça et ça fait parce que tous ces enjeux-là, ces énormes enjeux, ont des répercussions d'abord sur les femmes et les enfants. Là. Donc, on est confronté à la fois à d'énormes enjeux, mais je vois d'ailleurs l'impact du féminisme dans toutes ces luttes-là, la place que les femmes prennent dans toutes ces combats-là au niveau du climat, au niveau du racisme. Alors, oui, ça donne beaucoup d'espoir. Ça donne beaucoup d'espoir. Puis justement, je voulais savoir, de votre point de vue, quand vous regardez ce qui se profile à l'horizon, les prochains défis du mouvement féministe, là, ce que j'entends, c'est ce que vous détectez, c'est le fait que ces femmes-là soient justement partie prenante des grands combats sociaux que seront, dans le fond, la lutte pour une planète plus équilibrée, à la fois dans le sens de l'environnement, mais également au niveau des inégalités sociales qui vont continuer de se creuser probablement hein, dans les suites de cette pandémie-là. La question du racisme est vraiment fondamentale aussi et ça a été un angle mort, je dirais, là, pour une partie du mouvement féministe et je fais mon propre, j'ai moi-même beaucoup à apprendre et à comprendre là, sur ces réalités-là.
Et toutes ces femmes-là ont beaucoup à nous apprendre là, aussi là, sur les luttes qu'on a à mener, les priorités qu'on a à donner. Tout ça est tellement interrelié. Et je trouve qu'il y a ça dans la pandémie, là, ça nous force aussi à réaliser l'importance des liens sociaux parce qu'on est tous là tellement isolés et en mesure de réaliser à quel point d'être connecté à d'autres, de socialiser, à quel point c'est important. On s'est aperçu aussi avec la pandémie à quel point les pans de notre système social qu'on avait laissé aller, comme le système de santé, comme la prévention, comme notre système d'éducation, face à une pandémie, malgré que ça faisait des années qu'on disait que c'était sous-financé. Là, on s'aperçoit à quel point on a délaissé là, des aspects tellement importants. Et puis, encore une fois, on s'aperçoit dans la pandémie à quel point c'est les personnes, c'est les femmes immigrées qui sont préposées aux bénéficiaires, qui s'occupent des enfants, qui sont dans les CHSLD, à quel point notre qualité de vie dépend. Oui, repose sur leurs épaules. C'est ça. Alors, je dirais peut-être dans les autres grands enjeux qui ont été vraiment passés sous silence, c'est tout ce travail de caring, de prendre soin qui est très sous-estimé, négligé, méprisé. Je dirais que là aussi, j'espère que comme le mouvement MeToo, le caring will have its day, que c'est la prochaine révolution là, qu'il faut faire. Là. Parce que ça a mis en lumière le fait d'être isolé, évidemment, met en relief l'importance des liens sociaux, mais également l'interdépendance qu'on a tous les uns envers les autres. Tout à fait. Du coup, on est sorti il y a un an à peine, quand on recule, ben c'était des chiffres, c'était des statistiques, c'était des données qui provoquent aucune émotion, puis qui fait que, ah oui, il manque d'argent dans le système de santé, il manque d'argent, ceci, cela. Là, les histoires qu'on se fait raconter depuis un an, il y a une prise de conscience qui, en tout cas, on espère, va permettre de passer à un autre niveau. Oui, j'espère que les gens j'espère que les gens ont été personnellement touchés. Pour revenir peut-être justement par rapport au documentaire, la question du début, pourquoi le documentaire, pour moi, c'est ça, je pense que c'est la capacité du documentaire de toucher, d'émouvoir à travers des personnes, des vraies personnes. On peut pas, quand on regarde un film documentaire, on ne peut pas à la fin du film passer à autre chose et se dire, bon, c'était une belle histoire, on ferme le livre, je veux dire, on vient de partager le vécu d'une autre personne qui est ici sur cette planète-là et qu'on côtoie. Je trouve que c'est beaucoup ça la force du documentaire dans le contexte actuel, cette capacité d'émouvoir et à la fois, à la différence là, du reportage ou des nouvelles, la capacité d'aller en profondeur là, pour soulever des enjeux de fond. Pas juste, parce que des fois on est un peu, on le sait, là, ce qui a énormément changé depuis moi quand j'ai commencé, c'est tout l'univers médiatique dans lequel on baigne là. Je vous disais, les films étaient attendus. Aujourd'hui, les gens n'attendent plus les films parce qu'ils en ont 1000 à regarder chaque soir sur YouTube. Alors, c'est plutôt réussir à jouer du coude là, pour faire sa place à travers ça. Mais dans cet univers médiatique-là de surabondance, je trouve qu'il y a des bijoux en documentaire, puis c'est où justement qui apporte un regard complètement différent par rapport à ce qu'on disait, par rapport à des réalités invisibles, des points de vue invisibles. Et c'est ça, ça aussi, c'est pour moi, j'ai beaucoup d'espoir par rapport à ça. Je vois des documentaires extraordinaires, je trouve. Il y a un foisonnement, là. Une prise de parole et beaucoup portée par les femmes là, en documentaire. C'est sûr, on voit
les femmes prennent de plus en plus de place en cinéma et en documentaire. Là, c'est vraiment formidable là, de voir ce qui se fait. Ça doit vous faire chaud au cœur, là, en tant que pionnière du documentaire féministe québécois, de voir justement ça, de dire « Ah, il y a toutes ces jeunes femmes derrière moi qui ont pris un peu, qui ont repris le flambeau, sans dire que c'est terminé, là, mais de dire qu'il y a toute une suite, puis qu'il doit y avoir quelque chose de réconfortant, puis qui fait chaud au cœur pour vous quand vous regardez ça. » Bien, c'est sûr, je me sens un grand sentiment d'appartenance et d'empathie et de compassion parce que je ne vous cacherai pas que ce n'est pas facile la vie de documentariste indépendant. Fait que je vous dirais que je regarde ces jeunes femmes avec d'autant plus d'amour que je sais à quel point c'est difficile en ce moment là, de gagner sa vie dans le milieu. Nous, on avait d'autres enjeux quand on a commencé dans les années 70, là, avec les autres femmes documentaristes indépendantes qu'on pénétrait dans un milieu traditionnellement masculin. Donc, il y avait toutes sortes de défis à relever de ce côté-là. Mais je vous dirais que la situation au niveau du financement était plus facile qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins de personnes qui voulaient faire des films. Oui. Alors, les argents n'ont pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, en tout cas. Les enveloppes ne sont pas nécessaires. Il y en a plus, mais pas à la hauteur du nombre de personnes qui veulent faire des films. C'est ça, j'ai d'autant plus d'appréciation et de fierté quand je sais qu'une cinéaste indépendante a réalisé un film parce que je sais que c'est un parcours de combattante. Qu'est-ce que ça a représenté pour se rendre à cette étape-là? Quand on utilise l'expression de cinéaste ou de réalisatrice indépendante, je sais qu'on l'utilise évidemment dans le sens où on n'est pas attaché à une entreprise, à une maison de production, peu importe. Mais si on y va de façon un petit peu plus en profondeur, ça signifierait quoi pour vous le mot indépendance? Qu'est-ce que ça vous a procuré comme liberté ou même peut-être, est-ce que ça a créé des freins, le fait d'être indépendante puis de tenir à cette indépendance-là? Mais effectivement, il y a un prix à payer pour cette indépendance-là, dans le sens au niveau du financement. Mais ce qu'on y gagne, effectivement, c'est une liberté, mais aussi c'est-à-dire pour moi, dans cette perspective-là, de vouloir changer le monde, de vouloir utiliser les films pour faire découvrir, pour partager, pour mobiliser aussi, une marge de manœuvre et une indépendance aussi. C'est ça qui, pour moi, est si précieux du documentaire. C'est les documentaires que j'apprécie beaucoup. C'est vraiment le temps qu'on y met et dans la confrontation avec le réel, de constamment se remettre en question. C'est-à-dire que c'est tellement riche, la confrontation au réel, à entendre des histoires, à entendre le vécu, dans mon cas particulièrement des femmes, et de comment ça changeait moi-même, mon regard, mes perceptions, mon point de vue, et de constamment modifier le projet, puis dire « Ah, mais je pensais que c'était ça que je m'en allais, c'était ça mon point de vue sur cette réalité-là. » Mais là, alors, il y a vraiment une sorte de participation conjointe, une sorte de collaboration là, dans cette rencontre-là du réel. Et c'est vraiment les documentaires que j'apprécie le plus, là, où on sent cette sorte de transparence du film, à la fois du regard qui change du cinéaste ou de la cinéaste au contact de la réalité. Et c'est une sorte une danse un peu à deux. On co-crée finalement oui. C'est ça. Alors, c'est cette indépendance-là qui est très précieuse de pouvoir même dire à des bailleurs de fonds, mais je pensais que c'était ça le film que j'allais vous raconter. Mais en cours de route, j'ai découvert que ma perspective, je peux aller encore plus loin, et quelque chose de plus intéressant, et même fausse, en allant à la rencontre. Je vois. Alors, c'est ça. Je dirais que c'est de l'indépendance-là. De ne pas rester sur vos a priori puis de pouvoir vraiment explorer en profondeur. On va terminer, si vous permettez, avec 3 petites questions en rafale. Au fil des ans et des films réalisés, qu'est-ce que vous avez appris sur vous? Oh!
il faut que je réponde tout de suite. Bon, je pense que j'ai appris que j'étais passionnée. Mm-hmm. Et j'ai appris là, que vraiment qu'être femme, je veux dire, c'est resté. Je n'ai pas commencé à faire des films en me disant je vais faire des films sur les femmes pendant 40 ans. C'est que le fait d'être femme, c'est tellement déterminant dans notre vécu. J'ai découvert ça, à quel point c'est fondamental. C'est fondamental, puis que c'est venu orienter tout le reste. Oui. Un mot à l'intention des jeunes femmes, justement, qui vous regardent puis qui admirent votre parcours? Oh, je leur dirais, lâchez pas! Puis quand vous avez des refus, essayez de comprendre pourquoi ça a été refusé, puis redéposer, parce qu'on le sait, ça fait partie de la réalité des cinéastes indépendants, les refus. Mais il ne faut pas lâcher, il faut suivre sa vision, puis jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Celle-là, elle vous est venue facilement. Et un souhait pour l'avenir, de façon générale? Je pense que c'est vraiment la solidarité, là, d'être capable d'être à l'écoute de l'autre, pas juste d'entendre l'autre, et d'être capable de dialoguer avec l'autre dans toutes ses différences, sa diversité, ça peut être ses difficultés, puis les émerveillements aussi de la découverte de l'autre, là. Je pense que c'est de ça qu'on a vraiment besoin. Merci beaucoup. Merci pour un échange inspirant. Je suis vraiment très touchée d'avoir eu l'occasion d'échanger avec vous. Donc, je rappelle que c'est à l'occasion des Prix Femmes de mérite 2020. Vous êtes notre lauréate dans la catégorie Art, Culture et Design. Donc, on va se retrouver le 18 mars prochain pour la célébration, évidemment virtuelle, lors de la remise de prix formelle. Donc, le thème cette année, c'est « Ensemble ». C'est un événement qui se tient à 8h30 le matin, donc on va souligner les accomplissements de chacune des lauréates dans une ambiance chaleureuse. Et comme on ne veut pas donner l'impression aux gens qu'ils assistent à une énième rencontre de travail derrière leur ordinateur, bien, on va ajouter des performances d'artistes à tout ça pour créer une ambiance chaleureuse. Donc, on va rendre ça agréable à l'heure du petit déjeuner. Et bien évidemment, cet événement-là, c'est au profit du Y des femmes de Montréal. Donc, le premier organisme pour les femmes sur l'île. On vient de célébrer nos 145 ans l'an dernier. Et donc, la pandémie, vous l'avez mentionné, on le sait, c'est les femmes qui sont les premières touchées au quotidien par les différents impacts de la pandémie. Donc, le fait de participer à cet événement-là, c'est une façon pour le grand public de nous soutenir, de soutenir la mission du Y et évidemment de souligner vos accomplissements à vous et à toutes les lauréates qui vont être présentes. Donc, au nom de tout le monde qui va se retrouver là, j'en profite pour vous dire bravo, merci. Et je vous dis à tout bientôt. Merci. Avec plaisir.